Dois-je encore répéter que Google Podcast s'arrête? On a retrouvé la date, c'est fin juin, 22 ou aux alentours du 20 juin. En gros, changez de crèmerie maintenant parce que Google Podcast ça s'arrête, donc vous allez nous retrouver sans aucune difficulté via, par exemple via YouTube ou Google Music, l'application Google Music, on s'y trouve aussi sous forme de podcast vidéo, mais vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast habituelles évidemment. N'hésitez pas à nous y rejoindre parce que je vous dis, à un moment donné, ça va couper, comme on dit. Je vous cacherai pas que pour cet épisode, on a eu quelques difficultés. Ça voulait pas. Ça voulait pas. Voilà, c'était comme ça. Il y avait de temps en temps des problèmes techniques. En général, on enregistre vers 20h30, quelque chose comme ça. Bah, là, on est 1 heure plus tard. Et donc, 1 heure plus tard aussi en Thaïlande, pleine nuit, il fait 30 degrés chez David, ou plus même, en ressenti 62. Il fait 32 dans l'appart, il fait 38 ressentis dehors. On a eu 57 ressentis après-midi, c'est affreux. Ah, ça c'est pas gai. De notre côté, ça va, c'est l'humidité 17. qui... 17. Mais avec un taux d'humidité, j'ai vu passer une carpe dans mon bureau là tantôt, tellement il fait humide. Donc voilà, c'est comme quoi, si ça se trouve, d'ici quelques semaines, ce sera le contraire, avec ce foutu dérèglement climatique, on ne sait plus où donner de la tête. En tout cas, c'est un bizarre printemps que nous avons en Europe, David, sache-le. On met encore les vestes d'hiver, hein, et on est bientôt au mois de juin. On a un gros épisode sur les bras, on va pas y passer la nuit non plus, hein, épisode 449 avec David et Sébastien. On va parler de plein de choses, on aura un dossier, ou en tout cas un gros sujet consacré à la virtualisation. On va tout vous expliquer à quoi ça sert, où ça se trouve, à quoi ça peut vous servir à vous, qui n'êtes peut-être pas dans la branche informatique, qui n'aurait peut-être pas un usage comme ça, mais ça peut peut-être vous servir à un moment ou à un autre. Si ça se trouve, vous vous en servez peut-être déjà et vous ne le savez même pas. On va vous expliquer ça. C'est en deuxième partie de l'épisode. Avant ça, bien sûr, c'est la revue de presse sous forme d'ABCDR. Quelques news que nos amis ont épinglées cette semaine et dont on va parler ensemble, si vous le voulez bien. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose justement d'entamer cet ABCDR avec la lettre L. Voilà, ça va vite, hein. On va vite arriver à la fin. L comme lumière. Quand on filme la lumière, en fait, le principe de filmer, c'est capter de la lumière, hein, Sébastien. Mais c'est pas de ça, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, mais c'est vraiment de voir la propagation de l'onde de lumière, donc arriver à filmer un rayon de lumière qui se déplace, je vous le rappelle, à 300 000 km secondes. Donc ce sont les deux originaux. Peut-être que vous avez déjà vu cette émission de télé. C'est une émission américaine, mais elle passe sur des chaînes de télé un peu confidentielles en Europe aussi, qui filment à peu près tout au ralenti. Oui. Et qui, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, ça va de la goutte d'eau qui tombe, le classique, au lance-flamme, etc. Ouais, en général, ça fait des assez belles images. Et là, ils ont poussé le challenge en se disant, ok, et si on filmait le truc qui va le plus vite sur Terre et qu'on le filmait au ralenti pour voir comment c'est. Et c'est quoi le truc qui va le plus vite sur Terre? Ben, c'est la lumière, 300 000 km/s. Alors, leur caméra à eux, elle prend un demi-million de frames d'images par seconde. Donc une caméra vidéo normale, Marc, c'est toi qui es dans la vidéo, tu vas me dire c'est quoi, 25 ou 60 à tout casser 50 ou 60 images par seconde, ouais, 120 si on veut faire, enfin avec même nos smartphones filment à 120 images par seconde si on le désire. Hein, donc ils ont eux une caméra qui fait un demi-million de 500 000 frames à la seconde, c'est déjà pas mal, mais évidemment c'est bien insuffisant pour filmer la lumière. Et donc ils ont été voir les chercheurs de l'université de Caltech. Si vous êtes de fans de Big Bang Theory, la série, c'est là que travaille Sheldon à Caltech. Voilà, c'est cette université-là. Et là, dans un lab de recherche, ils ont trouvé des gens qui ont fait une caméra, tenez-vous bien, qui prend 10 trillions, alors trillions en anglais, on a déjà eu ce débat dans un autre numéro de Techno. Donc 10 000 milliards d'images par seconde. Donc vous prenez
1 milliard, vous faites fois 10 000 milliards d'images par seconde. Et avec ça, ils ont réussi à filmer un rayon de lumière sur une surface d'une bouteille, donc une vingtaine de centimètres. Ça prend 30, 40 picosecondes. J'ai pas été chercher un picoseconde, mais c'est un 10 moins quelque chose. C'est pas beaucoup, ça va très vite. Et il partage la vidéo. Marc, si tu peux mettre la vidéo à l'écran, et si vous nous écoutez en audio, c'est vraiment allez une fois voir les technos en vidéo, juste pour voir cette image-là, ou alors vous scrollez dans les notes du podcast et vous cliquez de votre côté aussi. En fait, la vidéo est assez longue, elle fait 13 minutes, mais à partir de la 11e minute, on voit un espèce de petit ruban bleu qui se déplace dans le vide, dans le noir. Je voudrais bien la montrer. Il commence à gauche et il se propage à droite. Donc c'est de la lumière qui se propage sur à peu près 20 centimètres en 40 picosecondes. Le monsieur explique dans la vidéo que si c'était une balle de revolver, oui, ce sont des références américaines, ce sont des chercheurs américains, tu peux avancer jusqu'à la minute 11 à la fin. Ok. Et le monsieur explique que si c'était une balle de revolver qui parcourait la même distance avec la même caméra, il y aurait plusieurs heures de film pour voir la balle avancer sur les 20 centimètres. Et là, on a, pour la première fois de l'humanité, filmé la lumière, si tu me permets l'expression, filmé le déplacement de l'onde lumineuse, et je trouvais ça fabuleux. C'est assez incroyable. T'avais déjà vu ça? Enfin, tu t'avais imaginé ça, David? Oui, je l'ai vu, et leur canal YouTube, c'est de Slow Mo Guys, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Oui. C'est impressionnant. Et c'est assez impressionnant, en effet. Par contre, l'autre Sébastien dirait, il y a plus rapide que la lumière, c'est les tachyons. Mais oui, ça, il faudra regarder l'épisode 2 en arrière. Oui, c'est ça. Moi, je m'y perds, hein, à un moment donné. Je propose qu'on, dorénavant, on parle en 10 exposants quelque chose. Ici, c'est 10 exposants 12 frames par seconde, ce qui est énorme, hein, parce que enfin, une frame, c'est une image. Je sais pas quelle est la qualité de l'image. Tu l'as dit peut-être, la définition de chaque La résolution, frame. non. La résolution, je n'ai pas, non. Non, c'est dommage. Ça doit pas être très grand, parce que ce qu'on voit, c'est un rayon de lumière, là, donc c'est vraiment, ça doit être quelques dizaines de pixels, et limité à quelques photons peut-être pour arriver, parce qu'il faut quand même, après il faut de la mémoire suffisamment rapide que pour pouvoir l'emmagasiner, la capter. Voilà. On voit la machine dans la vidéo, hein, c'est une énorme machine, c'est pas l'appareil photo de papa et maman, hein. Non, on se doute bien que c'est à peu près la différence qu'on peut faire entre un microscope et un microscope électronique, hein, entre la caméra, nos caméras et celle-là, c'est à peu près le même genre de rapport, quoi. J'ose imaginer. En tout cas, on va mettre le lien, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image, et ne soyez pas frustrés. On vous met le lien de l'article avec la vidéo dans l'article, en description, dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Et puis c'est vrai qu'il y a de très très belles images qui sont fournies par cette chaîne YouTube. Ça mérite aussi de le signaler au passage. On est déjà à la lettre M comme mort. C'est très réjouissant. C'est presque mystique. Après la lumière, avant la mort, on voit la lumière. Voilà, c'est ça. Attention à la prédiction de la mort. Un avertissement urgent pour tous les utilisateurs de prédiction de mort. Alors, il y a plusieurs mots. Je vais changer après parce que dans le reste du texte, il y a utilisateur d'utilisation de prédiction du mort. Voilà, je vous le lis, mais c'est pas grave. On corrigera. Donc, David, de quoi s'agit-il? C'est un sujet de David. De quoi s'agit-il? C'est un outil qui s'appelle Life2Vec Death Calculator, donc un calculateur de mort, Life2Vec, et c'est un outil de prédiction sur la durée de vie restante pour une personne utilisant l'intelligence artificielle, qui permet également de déterminer avec une assez grande confidence quel niveau de richesse il va atteindre. Ça a été développé par des scientifiques danois et américains, et c'est basé sur une technologie de LLM, de Large Language Model, comme on voit partout. Alors, c'est un outil qui a été développé en analysant des données de santé et démographiques de millions de personnes. La précision est
plus de 78% dans la prédiction de la mortalité. Donc c'est quelque chose qui fait un petit peu froid dans le dos. Et la société qui est derrière ça a émis un avertissement très urgent, parce qu'il y a apparemment beaucoup de contrefaçons de leur outil qui circulent sur Internet, avec des risques de vol d'informations sensibles, adresse email, numéro de téléphone, carte de crédit, propagation de logiciels malveillants. D'après eux, leur outil n'est absolument pas disponible au grand public. C'est utilisé apparemment en interne. J'imagine que c'est pour des sociétés d'assurance ou des choses comme ça. Donc, si vous voyez un outil en ligne qui prédit votre mort, méfiez-vous-en comme de la peste. Et de toute façon, il vaut peut-être mieux parfois pas trop creuser, je pense. Ouais, c'est ça, parce que t'imagines si, enfin, de nouveau, on avait déjà parlé de ça par rapport il y a longtemps, hein, avec un autre chroniqueur, je pense que c'était l'autre Sébastien, sur les tests ADN qui te donnaient un rapport sur tes risques de maladies futures, que tu étais plus enclin à avoir telle ou telle maladie dans ta vie, etc. Il y a des gens qui se sont fait opérer inutilement à cause de ce genre de prédiction, enfin de prédiction de pseudo-analyse, etc. À un moment donné, il faut laisser faire les choses aussi. Et là, prévoir sa mort, très honnêtement, c'est moyen bof, quoi. Si vous vous dites j'ai tout mon temps et que vous passez sous un camion, ça vous fera une belle jambe. Donc, enfin, quand je dis une belle jambe, enfin, vous m'avez compris. Donc, voilà. Mais, oui, il faut pas utiliser ce genre de truc. Pas intéressé, je passe. Ouais, c'est ça, passons à autre chose, parce que franchement, non, mais ça sert à rien. Mais ça, c'est typiquement, ça pourrait être une autre application un peu fumeuse du même genre, hein, pour attirer les gens et pour leur soutirer des informations du genre, est-ce que tu seras riche, est-ce que tu vas tomber amoureux, patati patata. C'est l'horoscope, ça. C'est exactement ça ici, parce qu'en fait, l'être humain a une curiosité qui est morbide d'un côté, et d'un autre côté, si on leur dit, on va vous donner les probabilités que des probabilités sur la fertilité, sur la richesse, voilà, les gens malveillants utilisent ça et font de la mauvaise presse à cette société qui ne fournit pas cet outil-là au grand public, et il y a normalement aucun accès à l'extérieur des chercheurs qui sont probablement qui l'utilisent dans un cadre bien réglementé. Donc voilà, si quelqu'un voit passer ça en ligne, passez votre chemin. Mais c'est vrai que, enfin, c'est un des plus gros clients de ChatGPT, je pense, qui est dans l'analyse du risque, utilise ce type d'intelligence artificielle pour effectivement optimiser entre guillemets les rendements d'une assurance, j'imagine. Voilà, ça, on peut le comprendre que professionnellement ça ait du sens. Après, ça se discute encore, hein, mais le mettre entre les mains de tout le monde, non. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter ça tout de suite. Passons à la suite. La lettre N comme navigateur. On va pas parler de bateau, évidemment. Seb, Mercator et Mermoz. Oui, c'est ça, des navigateurs qui font parler d'eux. Non, mais je voulais mettre B, browser, mais alors ça aurait fait deux sujets pour commencer avec moi. C'est pour rentrer dans l'abécédaire. Bien entendu, je comprends bien. Safari, Firefox, Opera font parler d'eux cette semaine. Oui, la semaine passée, je parlais de Arc, ce nouveau navigateur qui existe depuis quelques mois sous Windows, sous Mac, pardon, qui vient d'arriver sous Windows. Un navigateur écrit en Swift, d'ailleurs, j'avais oublié de mentionner ça la semaine passée, dans le langage de programmation Swift, qu'on utilise normalement pour faire des applications mobiles. Et ça n'arrête pas. Cette semaine, il y a eu un flot de nouvelles qui concernait des navigateurs. Alors, si vous croyez que la guerre des navigateurs était terminée, c'est Chrome qui a gagné, et puis voilà, détrompez-vous, ça s'agite, et ça s'agite beaucoup derrière, parce que c'est quand même Chrome qui a les plus grandes parts de marché pour le moment. Côté Safari, ça s'agite sans s'agiter, c'est l'association de la presse française, des journalistes français, qui a fait une lettre ouverte à Tim Cook pour dire « Ne faites pas ce truc qui est une rumeur que vous allez peut-être faire dans la prochaine version ». Donc je trouve la démarche un peu débile,
débile parce qu'il commente une rumeur qu'Apple n'a jamais annoncée. La rumeur, c'est quoi? C'est de dire que dans la prochaine version de Safari, qui devrait être annoncée probablement la semaine prochaine d'ailleurs, lors du Worldwide Developer Conference d'Apple qui se tient, non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, le 10 juin, le lundi 10 juin, il y a une rumeur qui dit que Safari va utiliser l'intelligence artificielle pour laisser l'utilisateur gommer une partie des pages web, dire là et là et là sur cette page il y a de la pub, je veux plus les voir, et le truc va le retenir, et donc on retournerait sur la page après, il masquerait les pubs, les zones qu'on a indiquées, et il reconnaîtrait tout seul les pubs. Alors ça fait très peur évidemment aux sites web qui ont comme principale source de revenus la pub, et donc l'association des journalistes français. Et d'ailleurs, l'association des journalistes anglais lui a emboîté le pas et commence à se plaindre auprès d'Apple de, s'il vous plaît, ne faites pas cette feature. Un peu comme ils avaient pleuré quand Apple avait lancé le Do Not Track Me également. Voilà, je trouvais rigolo qu'ils se plaignent d'un truc qui n'existe pas, qui n'est qu'une rumeur. Deuxième, c'est tant qu'on parle d'IA, c'est Opera, qui est un très bon navigateur, qui a toujours été un très bon navigateur, qui continue d'évoluer avec de l'IA générative dans le navigateur. Et là aussi, ça m'a fait sourire. Je me suis demandé à quoi ça sert. En gros, la grosse nouveauté, alors je caricature peut-être un peu, et si vous connaissez mieux Opera que moi, dites-le dans les commentaires du podcast, mais la grosse nouveauté, c'est que sur la gauche, on peut avoir un chat où on peut parler avec une IA. Cool, je rêvais d'avoir un chat dans mon navigateur. J'ai déjà Gemini, ChatGPT. Voilà, je vois pas directement l'intérêt, mais j'ai peut-être dû louper quelque chose. Mais clairement, l'IA est au sein des navigateurs, parce que même Firefox est lancé sur de l'IA, donc Firefox doit relancer sa croissance, ils sont en perte de vitesse en matière d'utilisation, et ils annoncent une version de développement qui contient déjà des fonctionnalités qui pourraient devenir importantes en 2025, et là c'est plutôt le travail sur l'ergonomie, donc de nouveau regrouper les onglets, j'en avais parlé la semaine passée avec Arc, mais ici le faire de façon intelligente, c'est-à-dire en fonction du contexte et de quoi on travaille, le navigateur va essayer d'apprendre quels sont les onglets qu'on garde ensemble, qui sont liés, pour automatiquement fermer ceux qui ne sont pas liés à ce qu'on est en train de faire pour le moment. Et là, l'arme de bataille de Firefox, c'est la confidentialité, vous le savez. Et donc l'idée, c'est de faire ça en local, évidemment. On ne parle pas d'envoyer vos données dans le cloud et avoir des modèles dans le cloud. C'est que Firefox embarquerait des modèles d'apprentissage machine dans ce cas-là. C'est de la classification, pour vous aider à gérer les onglets. Il parle d'une barre d'onglets latérales aussi qui consomme moins de place. J'en ai parlé la semaine passée quand je parlais d'Arc. Et puis toujours plus de confidentialité et de sécurité, notamment sur l'interface utilisateur. Parce que vous savez, il y a des gens comme chez Meta, chez Facebook, qui disent non, nous on respecte tout pour la confidentialité, etc. Mais les options sont impossibles à trouver dans le menu. Et donc là, Firefox, ce qu'ils veulent faire, c'est rendre l'interface utilisateur encore plus facile, plus intuitive pour tous ces réglages de sécurité. Donc voilà, c'est 3 news différentes, mais qui concernent tous les navigateurs, et je trouve que ça bouge énormément sur le monde des navigateurs depuis quelques semaines. Pour rebondir sur l'idée d'avoir accès à une IA depuis son navigateur, je me réfère moi à l'usage que j'ai de temps en temps, parce que en fonction de l'endroit où je suis sur Mac ou sur Windows, etc. Mais dans Edge, et quand on est sous Windows 11, avoir accès à Copilot au niveau des recherches, c'est pas complètement idiot. Parce que là, il donne une réponse dans un langage courant, en donnant des références à des sites existants. Après, libre à chacun d'aller cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je trouve que ça a sa place, ça a du sens quand le navigateur est Edge en l'occurrence, ou Opera dans ce cas-ci, sont des outils de recherche de contenu, d'information pour des domaines précis. Je ne sais pas si on pense, David, dans son coin de ces choses-là, de ces navigateurs divers et variés déjà, et puis de cette intégration de l'IA dans Aria d'Opera. Je n'ai pas encore utilisé Copilot ni les autres outils intégrés, mais étant donné
l'efficacité d'un chat GPT par rapport à une recherche de données sur un Google, ça a toute sa place et ça peut être un outil assez intéressant. Donc, c'est Google qui peut s'inquiéter en fait, hein, quelque part. Oui, Google et les éditeurs de contenu, parce que finalement, si Copilot, ChatGPT ou Copilot c'est ChatGPT, mais n'importe quelle intelligence artificielle donne la réponse à la question posée, plus personne n'ira sur les sites web. À un moment donné, c'est un peu c'est même certainement le danger. Ouais, pour le moment, j'y crois pas à cause du coût. Le coût d'inférence, donc une résolution d'une question par une intelligence artificielle avec les large language models, ça coûte très cher, beaucoup plus qu'une recherche pas par mots-clés dans une base de données. C'est beaucoup moins rentable. Et donc voilà, va falloir trouver un moyen de le rentabiliser. Et en plus, si on veut aller retourner des données pertinentes, chaudes, des données récentes, il faut supplémenter le large language model parce que lui, son entraînement s'est terminé à une certaine date. Et donc tout ce qui s'est passé après cette date-là, il ne le connaît pas. Donc il faut supplémenter avec des méthodes dynamiques. Il y a plein de méthodes, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais ça pourrait faire l'occasion d'un dossier une fois pour expliquer tout ça. Et qui augmente encore le coût, parce qu'en plus de la génération de texte, il y aurait cette recherche qu'il faut quand même faire pour avoir les données en temps réel, les données d'hier, de la semaine. Donc ce serait un moteur de recherche peu efficace, enfin moyennement efficace, séduisant certes, mais moyennement efficace et très cher. Donc voilà. Mais bon, peut-être que, on verra dans l'avenir ce qu'on en dira. Mais moi, si c'est si cher que ça, à mon avis, ils vont vite retirer la fonctionnalité à un moment ou à un autre, ou nous la faire payer. S'il n'y a pas de business model, ça va être dur d'assumer ça. L'idée, ce sera de nous faire payer, à mon sens. Mais bon, ça c'est un autre débat. Steam, la lettre S comme Steam, David. On va parler de jeux vidéo. Et c'est assez étonnant, mais quand on peut pas léguer son jeu vidéo à quelqu'un s'il nous arrive un accident, ou on peut pas mettre un jeu vidéo voilà, c'est pas possible. On peut pas transférer son jeu vidéo après un décès. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourtant, on peut faire ce qu'on veut, non? Non, apparemment pas. Et c'est une question qui s'est soulevée cette semaine et qui a fait un petit peu le buzz de l'actualité. Il faut savoir que Steam est une des plus grandes plateformes de jeux vidéo au monde. Il n'est pas rare d'avoir des utilisateurs qui ont une librairie Steam qui valent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Parce qu'on achète des jeux au fil des années. Steam, ça fait déjà, je ne sais plus combien de temps, je pense que ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'ils sont là. Donc, on a tout un tas de jeux qui sont des versions digitales sur la plateforme Steam. Et la question qui se pose, évidemment, si nous arrive un accident, est-ce qu'on peut léguer notre librairie Steam à nos enfants, à nos ayants droit? Et apparemment, la réponse est non. Et un utilisateur qui s'appelle Resetera a posé cette question-là sur le forum officiel de Steam. Et Steam a confirmé, nous regrettons de vous informer que votre compte Steam ne peut pas être transféré via comment on appelle ça, un transfert, un héritage, oui. Ou un don. Donc will en anglais, c'est quand on fait des vœux, des souhaits. Enfin, des wish, des wills, un testament. Un testament, voilà, via un testament. Donc, ça ne peut pas être transféré via un testament. C'était écrit noir sur blanc. La communauté sur Steam n'a pas très très bien réagi et un petit peu une frustration générale parce que on achète des jeux, on achète les jeux pour la famille. Il y a les partages familiaux et tout d'un coup, s'il nous arrive un accident, les jeux sont perdus.
Mais tu vois, ça soulève une question, je te coupe 2 secondes, mais j'aurais la même question par rapport aux musiques que tu as achetées à l'époque sur iTunes ou sur Apple Music, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Voilà, ces achats-là qui sont normalement transférés d'un appareil à un autre quand on en change, voilà, ça pourrait être la même chose. Ce ne serait pas transférable à un héritier. C'est un peu la... Voilà, ça pose question, franchement. C'est tous les contrats sur les biens digitaux, les biens numériques. Oui. Est-ce que les licences de logiciels, la musique, les vidéos qu'on achète, les livres, dématérialisés. Oui, numérique, par définition dématérialisé, non ? Oui, enfin, du numérique, c'est pas par définition. J'ai des DVD à la maison, si tu veux. Tu seras un héritier. Il y a eu pas mal de soucis avec des jeux qui se jouent en ligne et où les serveurs ont été coupés. Et apparemment, on n'achète pas une boîte avec un jeu dedans et avec des disquettes qu'on peut donner à qui on veut, mais on achète une licence qui nous donne le droit de jouer et une licence qui peut nous être retirée. Selon tout un tas de petites fine prints qu'il faut lire bien. Comme par exemple, arrêter de respirer. Si tu décèdes, bah tu te fais virer. En fait, c'est un peu ça l'idée. Ouais. Oui, on a bien compris qu'aujourd'hui on n'était plus possesseur du jeu. Non. Non, je rigolais. Mais non, sur les 2 fois qu'on parle de mort. Oui. Mais sur la communauté Steam, il y a des alternatives, comme par exemple des gamers qui ont proposé de partager le login et le mot de passe, bien qu'il y a des risques associés et que c'est normalement pas légal de partager son mot de passe. Il y a le Family Library Sharing qui permet de partager temporairement des jeux, mais ça ne résout pas complètement la question de la transmission. Et donc ça pose une grosse question sur les droits numériques, et que ce n'est pas que sur Steam, c'est également sur des plateformes comme PlayStation, sur Xbox Live et toutes d'autres plateformes. Donc c'est quelque chose qu'il faut suivre, et moi je trouve qu'il faudrait qu'il y ait des réglementations qui soient faites pour un petit peu protéger les gens qui ont investi beaucoup d'argent dans des jeux, parce que c'est un petit peu triste que tout parte à la poubelle quand on s'en va. Oui, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais quand tu es passionné de quelque chose, de bande dessinée, de littérature de manière générale, bah t'aimerais bien quand même que tes bouquins ne passent pas tout d'un coup soient renvoyés chez l'éditeur. Non, tu les as payés, tu les as achetés, c'est un peu ça. Mais je peux comprendre aussi l'aspect, on n'achète plus, comme tu disais, des boîtes avec des disquettes, mais on achète le droit de jouer avec, ou le droit de consommer la musique, ou le droit de consommer la vidéo, et que du coup, ce droit, ça se gère différemment que la propriété. Mais bon, voilà, moi je pense que c'est pas une avancée. Personnellement, je trouve que c'était mieux avant. Voilà, je l'ai dit. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on était à la lettre T comme téléchargement. Tadadadap. Une news que je peux le dire, hein, Sébastien, que j'ai épinglé moi-même, comme un grand, sur un blog du podcast d'un de nos copains, Bruno Guglielminetti. On en parle régulièrement dans ce podcast. Vous savez qu'il édite toutes les semaines un podcast fort intéressant qui s'appelle Mon Carnet. Et par ailleurs, il publie aussi des news sur son blog. Et c'est là qu'on a trouvé cette news sur un petit pan d'histoire, même un gros pan d'histoire, Sébastien. Bah oui, parce que pour la première fois en 1994, il y a 30 ans, au mois de juin, pour la première fois, on pouvait télécharger de façon légale, s'il vous plaît, un morceau de musique. Et c'est le groupe Aerosmith, bien connu, un groupe de hard rock américain, qui avait fait ce coup de pub. C'était un coup de marketing pour faire parler d'eux. Le morceau s'appelait Head First. J'ai du mal à le retrouver aujourd'hui parce que bizarrement, il est sur aucune plateforme. J'ai essayé sur Spotify, sur Apple Music, sur Amazon Music. Ils se sont dit, celui-là, on le vendra jamais, on va le mettre en téléchargement. Je l'ai trouvé sur YouTube. Donc vous pouvez aller sur YouTube, chercher Aerosmith Head First, et vous pouvez l'écouter. Alors il l'avait mis en
en ligne à l'époque, à partir du 27 juin, donc c'est dans un mois à peu près, ça fera 30 ans, sur CompuServe. CompuServe, c'était un peu l'ancêtre d'Internet. Il fallait payer un abonnement, on devait, c'est comme les BBS, il fallait appeler avec un modem, on restait connecté et il y avait pas un navigateur mais une application CompuServe qui permettait de voir les menus, etc. et de cliquer sur des trucs. En lisant plusieurs articles pour préparer cette chronique, on m'a rappelé que parfois ça pouvait coûter jusqu'à $10 de l'heure les connexions à CompuServe, $10 de l'heure par rapport à ce qu'on paye maintenant pour un mois en illimité. C'est très différent. Alors à l'époque c'était du WAV, c'était pas compressé. Si vous voulez en savoir plus sur les formats de compression audio, allez écouter notre dossier spécial d'il y a quelques mois. Mais donc en WAV c'est quoi, à peu près 10 mégas pour une minute de musique, hein. Donc un morceau de musique ça va faire 30 à 40 mégas. Et donc à l'époque il fallait 1 heure et demie pour télécharger cela. Et je vois que Marc le met en musique de fond. J'espère que YouTube va pas l'entendre, il va pas bloquer cette vidéo. Je dois continuer à parler, je dois dire des choses. Mais, et Aerosmith avait fait également en 94 une tournée virtuelle. C'était le premier groupe de hard rock à faire une tournée avec des concerts sur différentes plateformes. Et le 12 avril, ils étaient sur CompuServe, le 12 mai sur Prodigy, le 12 juin sur America Online et le 12 juillet sur Internet, puisqu'à l'époque America Online et CompuServe, c'était pas la même chose qu'Internet. Alors je me suis dit, et après, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la musique? Parce que eux l'avaient mis en téléchargement gratuit, il n'y avait pas d'acte d'achat à l'époque, c'était pas possible d'acheter de la musique. Et très vite, quelques années après, 99, donc 5 ans après, c'est Napster qui est arrivé. Peut-être que vous vous souvenez de Napster. Donc c'était le premier site de peer-to-peer qui permettait donc de référencer les autres personnes qui ont tel et tel fichier, mais le download ne passait pas par eux. Donc eux, c'était comme un peu un annuaire. Et pendant plusieurs années, ils se sont lavé les mains en disant, nous, on n'a aucun matériel illégal, on n'a que des pointeurs vers vous, c'est vous qui avez le matériel illégal chez vous. Évidemment, ils se sont fait quand même attaquer par le RIA, l'association des droits d'auteur américains, et ils ont été shut down début des années 2000. Mais entre-temps, il y avait la Pirate Bay qui avait commencé. Là, c'est 2003, c'est un peu plus tard. C'est suédois. Et c'est intéressant que ça soit suédois parce que ça va appeler autre chose. Et ils utilisaient le même BitTorrent protocole pour faire du peer-to-peer. C'était aussi un annuaire qui est bloqué par plein de DNS encore aujourd'hui. Si vous utilisez Internet en France, vous tapez Pirate Bay, vous pouvez pas aller voir le site original. Vous avez des DNS menteurs chez Orange et chez les autres, probablement par une décision de justice. Je rappelle également, donc on est dans la rubrique vieux con, que c'est en 2003 que Apple a fait le forcing, le bras de fer avec les maisons de disques pour légaliser le download de musique électronique. Et donc pour la première fois, on pouvait acheter légalement de la musique. C'était avec les iPods, avant les iPhones, les iPods à disque dur et un petit écran et une petite molette blanche. On pouvait acheter la musique au morceau. Je pouvais acheter à 99 centimes de dollars un morceau et ne plus acheter tout l'album. C'était une révolution, et une révolution qui a amené un autre Suédois, et je terminerai par lui, Daniel Ek, qui lui a eu une vision beaucoup plus grande. Il a dit, pourquoi payer au morceau, créons une licence universelle, vous nous payez un abonnement et vous pouvez tout télécharger. Et ce petit Suédois a créé un truc qui s'appelait Spotify, qui était le premier et qui a été largement imité, concurrencé maintenant par Deezer, Apple Music, Amazon Music, ce sont les principaux, je crois. Et puis il y a des trucs plus de niche dans certains types de musique, en musique classique ou en musique pour audiophiles, etc. Bon, enfin, Spotify est probablement, j'ai pas les chiffres récents, mais probablement encore le leader du marché dans ce domaine-là. Voilà, tout ça c'est parti de Aerosmith il y a 30 ans. Et avant d'avoir accès à Aerosmith, il y avait une autre musique dont il fallait Bah oui, c'était un petit peu obligatoire. Pour mériter Aerosmith, il fallait d'abord ce bruit-là. Ça fait mal aux oreilles. Hein. C'était pas vraiment ce bruit-là parce que c'était... Attendez, parce que là, on est sur un modem, c'est plus ancien, c'était en 82. Il est malade, ton modem, là. Oui, c'était un vieux modem des années 60. Ici, c'est 1982. Voilà. Oui. On va peut-être passer au suivant. Je sais pas où est le suivant. Attendez. Ouais, et puis moi, j'avais les parents qui décrochaient la ligne téléphonique et qui entendaient ça et qui Seb, tu peux raccrocher, je dois téléphoner. Ah mais voilà, j'ai celui de 1994. 1994, c'était plutôt ceci.
Non, c'était plutôt ceci, y arriver. Oh, j'y arrive plus. Ah, voilà, oui. on y est. Ça. Rappelez-vous. Hein, ouais. C'était ça, voilà. C'est un petit pan d'histoire, c'était mieux avant. C'est pas tellement différent d'Aerosmith finalement. Oui, le morceau, c'était peut-être inspiré du bruit du modem à l'origine. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous, si vous aviez eu... Je pense que dans nos éditeurs, il y en a qui se rappellent de ce son particulier du modem. Le son se coupait après un moment, hein. C'était pas tout le temps comme ça, je le dis pour les plus jeunes. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça expliquerait pourquoi on est devenus tous un petit peu zinzin, mais les modems et les fax. Et les fax faisaient pareil. Oui, c'était à peu près le même type de son d'ailleurs. Donc voilà. Et les fax, ils décrochaient après X sonneries et quand il avait décroché, on devait vite couper s'il y avait quelqu'un qui disait allô, allô derrière. Oui, parce que sinon ça passait pas. C'était voilà, on risquait de perdre un message important. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on envoyait par fax à l'époque. On passe à la suite. Et on est déjà à la lettre Y, comme YouTube, où nous nous trouvons. En vidéo, depuis presque 10 ans complètement maintenant, avec les technos, vous le savez, mais c'est pas indispensable de nous regarder. Si vous le voulez, vous pouvez, mais c'est pas indispensable. David, on parle de YouTube. Apparemment, YouTube a trouvé la parade aux adblockers. Manifestement, ça y est, c'est fini. On va devoir se taper la pub aussi sur YouTube. On n'est pas obligé de se taper la pub sur YouTube. Il y a YouTube Premium qui existe. C'est pas faux. Mais oui, on en a parlé il y a pas longtemps dans notre dossier sur les adblockers. Apparemment, depuis quelques jours, beaucoup d'utilisateurs rapportent que les vidéos YouTube sautent automatiquement à la fin ou soit même mises en sourdine s'ils utilisent un bloqueur de publicité tel que Adblock. Alors, ce comportement qui est inhabituel et qui n'est pas une erreur, persiste même après le rechargement de la vidéo et il est résolu immédiatement après la désactivation du bloqueur de publicité. Donc apparemment YouTube ont mis en place une parade aux adblockers. Alors les utilisateurs qui utilisent Adblock Plus sur Chrome et sur Firefox sont concernés. On parle également que les systèmes intégrés de blocage de publicité comme Opera GX sont également touchés. Certains utilisateurs accusent YouTube de provoquer intentionnellement ce bug pour décourager l'utilisation de bloqueurs de publicité, ce qui est, je dirais, c'est un petit peu logique. Oui, et un petit peu vrai. Donc voilà, Google a commencé à réprimer ce genre de bloqueurs de publicité. YouTube a quand même fait une déclaration pour rappeler que les bloqueurs de publicité violent leurs conditions d'utilisation et encouragent les utilisateurs à supporter les créateurs de contenu, soit en regardant la publicité ou soit en prenant une souscription à YouTube Premium. C'est pas faut être honnête, c'est pas faux. Ils ont raison. Enfin, ils ont raison. C'est vrai. C'est les créateurs de contenu méritent, enfin, tout travail mérite salaire. Et voilà. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que ça va aussi dans leur de poche, d'abord. Donc, mais bon, voilà. Mais c'est clair. Voilà. Maintenant, il y a tout un tas de solutions de contournement qui ont déjà été trouvées, dont je ne vais peut-être pas parler parce que je n'ai pas envie d'entrer dans la spéculation, vu que moi, honnêtement, je trouve que voilà, que YouTube, on regarde la publicité ou on paye un premium, tout le monde doit gagner sa vie, mais voilà, ça va être un combat entre pirates et YouTube. C'est un vieux débat, hein. La publicité, quel que soit l'endroit où on la diffuse, personne ne veut la voir, mais tout le monde est content de voir le contenu qui est créé grâce à l'argent de cette publicité. C'est un paradoxe de notre époque. Et donc, voilà, Après, il y a publicité et publicité. Il y a des publicités plus faciles et agréables à supporter, on va dire, que d'autres. Et c'est peut-être là aussi que le bas blesse.
Oui, il y a la double publicité que moi je trouve agaçant. C'est par exemple, il y a des vidéos sur YouTube qui sont sponsorisées et il y a une partie sponsorisée dans la vidéo, ce qui met YouTube tout à fait en dehors du jeu, et même en payant en YouTube Premium ou en regardant les publicités, on a quand même de la publicité en plus. Donc ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est encore un autre aspect de ce marché un petit peu particulier, difficile à cerner, des fois, enfin, c'est compliqué. Et des fois, on se demande si les annonceurs s'y retrouvent dans tout ce micmac, parce que voilà, ça coûte quand même des sous, hein. Les gens qui font de la publicité via ces plateformes mettent quand même la main à la poche pour être visibles. Est-ce qu'ils sont contents? Manifestement oui, ou sinon ils auraient arrêté de payer, j'imagine. Donc voilà. Affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là. On est arrivé au bout non pas de cet épisode, mais en tout cas de cette revue de presse qui fut un peu plus sonore que d'habitude, hein, un peu plus musicale. Mais ça, c'est fini, on fait plus. On va passer au dossier, si vous voulez bien. Je sais pas ce qui me prend, c'est la fatigue. Et on avait dit qu'on parlait de virtualisation, c'est ça. Voilà. Oui, c'est l'heure à laquelle on achève l'épisode. Donc c'est là que je commence à péter les... Peut-être juste un peu... Enfin voilà. La virtualisation. T'as changé mon titre. Oui et non, parce que le titre de l'épisode est resté la réalité de la virtualisation en 2024, et c'est juste ici que j'ai fait un petit changement cosmétique. La virtualisation en 2024, j'ai pris plus court, mais ça veut dire la même chose. Hein. On va commencer peut-être, je ne sais pas par qui, par parler de virtualisation. D'abord définir ce qu'est la virtualisation pour le commun des mortels, monsieur et madame tout le monde, presque. Qu'est-ce que la virtualisation et quand est-ce qu'on en a besoin? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qui s'en parle? C'est David. C'est David qui parle de ça. C'est moi qui commence. Ouais. Donc la virtualisation, ça consiste à créer une version virtuelle plutôt que physique de quelque chose, comme un serveur, comme un stockage ou même un système d'exploitation, dans le but d'utiliser les ressources de manière plus optimale. Donc on peut virtualiser un serveur, ça veut dire que ça permet de diviser un serveur physique en plusieurs serveurs virtuels qui sont isolés les uns des autres, ce qui permet, bien souvent on a un serveur qui est utilisé à 10%, si on en met 8 sur le serveur, on arrive à 80% d'utilisation, ce qui est plus mieux, comme on dirait. On peut virtualiser le stockage également, donc faire du pooling de stockage physique plutôt que de dispositifs de stockage en un seul appareil. Donc on a des appareils virtuels, on a des stockages virtuels. Ça entre aussi un petit peu dans le cloud. On a également un aspect sécuritaire dans la virtualisation. Ça permet de créer des réseaux qui sont entièrement définis par logiciel, de déployer des postes de travail, donc des environnements de bureau, par exemple depuis un serveur centralisé, on peut créer une machine virtuelle, la dupliquer de manière très facile, et quand on change de machine physique, la machine virtuelle a besoin de son hyperviseur. L'hyperviseur, c'est la couche logicielle qui est entre le matériel et l'environnement virtuel. Donc ça a un grand intérêt, non seulement économique, parce que ça permet de déployer les choses plus rapidement, d'utiliser au mieux les ressources. Ça aide également pour les backups, parce que faire un backup d'une machine virtuelle complète, c'est mieux que de devoir réinstaller un ordinateur, les drivers, parce que les drivers dépendent du hardware. L'hyperviseur fait justement une couche entre les deux. On a des drivers virtuels, ce qui veut dire que on n'a pas à chercher comme on le faisait dans le passé, moins maintenant, mais à l'époque de Windows 98, Windows XP, on devait aller sur le site du constructeur, chercher une cinquantaine de drivers, les installer
Voilà, la virtualisation aide un petit peu à tout ça, et donc oui, est récupéré après un incident, de pouvoir restaurer beaucoup plus facilement sur un système physique. J'avais vu aussi, et ça m'a étonné, j'ai vu ça il y a pas très longtemps, enfin 1 an ou 2, qu'on peut virtualiser aussi le GPU. C'est assez fou, quelque part. Donc on peut dans son univers virtuel dire, bah voilà, dans mon espace virtuel, je veux tel type de carte graphique, je parle sous votre contrôle, hein, ou je vous pose la question plutôt, tel type de carte, par exemple une GTX, une Nvidia GTX 1080, ou je dis n'importe quoi, parce que j'ai besoin de ça dans mon environnement. C'est possible à faire ça sans avoir la carte physiquement? Oui, c'est possible, mais là, on entre dans le domaine de la virtualisation en entreprise comparé à la virtualisation en privé. Pour ce qui est des GPU, on a la possibilité en virtualisation privée de faire ce qu'on appelle du pass-through PCI. Ça veut dire qu'on peut avoir des cartes graphiques qui sont sur la machine et qui sont allouables à une machine virtuelle ou l'autre, mais qui ne peuvent pas être partagées entre elles. Si on veut qu'elles soient partagées entre elles, là, il faut utiliser des GPU professionnels avec un driver professionnel, où là, les ressources réellement peuvent être partagées entre plusieurs machines virtuelles. Nvidia utilise ça pour leur système GeForce Now, leur système de gaming online, ce qui permet à des gens via un service de streaming de pouvoir jouer comme s'ils avaient une RTX 3080 ou 4080 alors qu'ils ne l'ont pas. Ce sont des serveurs qui tournent ce genre de virtualisation derrière, mais là on parle plus de virtualisation entreprise. Et pour répondre à ta question, pour répondre à ta question, Marc, si jamais le matériel n'est pas présent, mais que malgré tout dans ton environnement virtuel, il y a une présentation d'une API qui fait croire qu'il y a une carte XYZ, c'est plus de la virtualisation, c'est de l'émulation. Donc il y a une couche logicielle qui va émuler le fonctionnement d'eux, mais tu n'auras pas évidemment les mêmes performances. Et qui va du coup tromper l'application. Enfin, l'application sera pas perdue, elle aura tout ce qu'il lui faut pour fonctionner, sauf qu'elle se sera peut-être pas optimisée, mais au moins elle sera pas perdue. C'est comme si la carte était là, quoi. Exactement. Alors, je connais pas de cas sur les cartes graphiques, mais pour les CPU, on fait ça beaucoup. Si tu fais tourner une application compilée pour Intel sur un CPU ARM, c'est exactement ce qui se passe. On présente à l'application comme si c'était un CPU Intel, mais c'est pas un CPU Intel. D'accord. Ce qui permet d'avoir des univers, des espaces de développement sur un. Ça, on avait déjà parlé de ça. C'est une économie d'échelle aussi. On a une machine sur laquelle on peut développer pour tous les modèles de CPU, GPU, etc. Quoi. David, vous voulez rajouter? Mais c'est important de faire la différence, parce qu'on en avait parlé dans le dossier rétro gaming il y a un certain temps. On avait parlé d'émulation. Il y a une très grosse différence entre émulation et virtualisation, bien que parfois la limite peut être un petit peu floue. Virtualisation, les processeurs ont des instructions bien spécifiques, et on ne parle pas par une traduction des instructions d'un CPU vers un autre. Quoique, il y a des virtualisations qui permettent de faire tourner, par exemple, je pense que Seb, tu vas en parler, pour ce qui est sur Mac, vu qu'il y a maintenant des Mac en ARM et des Mac en x86. Là, on peut dire que c'est un petit peu de l'émulation, mais la virtualisation, c'est réellement utiliser les ressources au maximum, avec une perte qui est, on parle de l'ordre de 5% de perte entre la machine physique et la machine virtualisée. De puissance de calcul, c'est de ça dont tu parles. Hein. Quand on parle de 5%, c'est le coût de l'hyperviseur, c'est le coût de la machinerie qui permet de faire la virtualisation. Virtualisation, tu as lâché le mot il y a un instant, David, mais je vais passer la parole à Sébastien pour en parler. La virtualisation en entreprise versus la virtualisation privée, tu peux nous en dire plus, Sébastien? Oui, moi j'avais commencé la virtualisation il y a très longtemps, à l'époque où je crois que c'était VMware à l'époque qui offrait une solution qui permettait de faire tourner Windows dans Linux ou Linux dans Windows. À l'époque, ce sont ce qu'on appelle des virtualisateurs de type 1. Je me mélange toujours entre type 1 et type 2, donc corrige-moi David si je me trompe. Enfin, ce sont des applications qui s'installent au-dessus d'un système d'exploitation, et puis on va réinstaller encore un autre système d'exploitation dans la machine virtuelle ainsi créée. Donc on démarre sa machine avec Linux ou
ou Windows, et on met son outil de virtualisation et puis on réinstalle un OS dedans. En entreprise, on fait pas comme ça. On installe des virtualisateurs, des hyperviseurs qui se mettent directement sur le métal, qui remplacent le système d'exploitation. Donc il faut pas installer Linux ou Windows. On installe directement le logiciel de virtualisation sur le bar métal. Et ça, c'est l'autre type de virtualisation, les types 2. Et ça permet de consommer moins de ressources puisqu'il faut pas faire tourner un OS qui ne sert à rien. Ça permet de diminuer la surface d'attaque en termes de sécurité aussi, puisque c'est pas un OS complet, donc il n'y a pas tous les services de connexion réseau, etc. Juste les connexions management. Mais les entreprises ont très vite compris l'intérêt de la virtualisation, pour les raisons que David a citées avant, essentiellement le coût, la densité des machines, et se sont lancés à très grande échelle à ne plus utiliser des serveurs physiques. Et ça fait plus de 20 ans maintenant que si vous êtes développeur dans une entreprise, vous demandez un serveur de test ou que vous avez besoin d'un serveur on va pas vous donner une vraie machine physique. Non. Ben, on va vous donner une machine virtuelle qui peut être créée normalement en quelques minutes. Alors parfois il y a de la bureaucratie au-dessus qui fait qu'il faut quand même rentrer un ticket, qu'il faut que ça soit approuvé, et il faut 3 jours pour avoir une machine virtuelle quand tout va bien. Mais techniquement ça démarre en quelques secondes. Et puis il y a un autre type d'entreprise qui s'est emparé de cette technologie-là. Ce sont les services de hosting, comme on les appelait d'abord, et puis de cloud après. Quand vous allez chez DreamHost, chez je sais pas qui, pour prendre un virtual private server, un VPS, il n'y a pas quelqu'un qui va mettre un rack dans une machine pour vous et l'allumer. Non, on va vous donner une machine virtuelle sur un serveur qui en a des dizaines, des centaines. Ça dépend du type de matériel. Et eux vont relouer ces espaces virtuels ou vendre au mois, à l'heure, à la seconde. Après, j'imagine qu'il y a un calcul de rentabilité en fonction de la ressource de base de la machine, combien de machines virtuelles on va pouvoir installer, faire cohabiter, avec quelle puissance de calcul, etc. Et c'est un petit peu ce qu'on rencontre aussi quand on fait un hébergement sur un serveur mutualisé, c'est qu'on est bridé pour pas non plus pénaliser le voisin ou la machine de manière générale ou le serveur de manière complète ou même tout le réseau, quoi. C'est ce qu'on appelle le problème du voisin bruyant, de noisy neighbor. On en parlait avant l'enregistrement de c'est ça. Il s'est calmé, un vrai voisin. mais effectivement, il y a des entreprises qui font du surbooking comme les avions, c'est-à-dire ils allouent plus de virtual machines que ce que la machine physique est capable de faire, de manière en se disant de toute façon tout le monde va pas utiliser en même temps 100% de sa machine virtuelle, et donc on peut optimiser un peu ainsi. Il y a des entreprises cloud qui vont très loin, qui utilisent des algorithmes de machine learning pour prévoir les demandes en fonction des pics d'usage dans la journée, dans la saison, etc. et de faire du placement de virtual machines sur une énorme flotte dans un data center. Si je prends l'exemple d'Amazon que je connais bien, il y a 50 000 à 80 000 serveurs dans un data center. Donc quand il y a des data centers, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc quand un client vient dire, voilà, sur la région Francfort, je voudrais démarrer une nouvelle machine virtuelle de tel type, une des premières décisions, c'est où est-ce qu'on va la mettre, cette machine, pour voilà, ça a l'air une décision anodine comme ça, mais elle l'est pas nécessairement. Et puis au fil des années, les boîtes de virtualisation, VMware dont on va reparler, et puis les cloud providers aussi, ont développé des techniques de gestion assez incroyables. Moi, un truc qui m'est pas toujours, c'est qu'une machine virtuelle sur VMware ou dans le cloud, on peut la bouger d'un serveur physique à l'autre sans qu'elle s'arrête. Donc on dit on n'a plus de place sur ce serveur, ou on doit faire un shutdown de ce serveur pour de la maintenance. Donc ces logiciels sont capables de déplacer la machine. Il y aura peut-être un petit ralentissement à un moment ou l'autre, mais elle ne s'arrête pas. On fait pas un shutdown et un reboot. Non. C'est ça. On frise les états CPU mémoire à un moment, on met ça sur l'autre machine. Elle garde son adresse IP, elle regarde tout elle-même, le contexte de sécurité, les clés, les clés de chiffrement, et ça c'est vraiment magique. La virtualisation en informatique, c'est la base du cloud, c'est la base du hosting, et même en informatique privée aujourd'hui, c'est la base. Il y a peu de raisons de déployer des choses vraiment sur du hardware. Et les rois dans ce domaine-là s'appellent, ou le roi s'appelait VMware, et ça c'est la suite de l'histoire. Oui, David, justement, on a cité les noms d'éditeurs, donc autant continuer. Oui. VMware, on l'a cité, Broadcom, c'est l'éditeur de VMware, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Nutanix également. Broadcom, ce sont ceux qui ont acheté VMware. Oui, c'est ça. Plusieurs fois. Acheté, ouais.
dans le passé. Juste pour répondre, pour confirmer ce que Sébastien disait avant, les hyperviseurs de type 1, ce sont ceux qui travaillent directement avec le matériel, et ceux de type 2, c'est ceux qui nécessitent un système d'exploitation pour faire l'allocation des ressources. C'est exactement l'inverse de ce que j'avais dit, donc on a bien fait de vérifier. Et je sais, je m'en mêle toujours entre type 1 et type 2, donc merci d'avoir vérifié. Et donc, David. Et donc, oui, donc VMware est un pionnier dans la virtualisation. Moi, j'ai travaillé avec eux depuis 1999, quand ils ont commencé, oui, le siècle dernier. On en a parlé dans les épisodes précédents. Broadcom a racheté VMware, ont un petit peu changé les conditions de licence et tout ça. Finalement, ils ont, dans un élan de générosité, dit que l'hyperviseur pour utilisation personnelle, donc pas entreprise, personnelle, aussi bien sous Linux que sur Mac que sur Windows est gratuite. Et dans cette histoire-là, il y a un compétiteur de VMware, de Broadcom maintenant, qui est Nutanix, qui a un petit peu repris des parts de marché, parce qu'étant donné que les nouvelles politiques de prix de VMware sont un petit peu astronomiques pour des sociétés d'hébergement, je pense que c'est un petit peu publicitaire la news qu'il y a eu cette semaine, parce que c'était un ancien directeur commercial, je pense, qui était chez VMware, si je ne me trompe pas, et qui dit qu'en fait ils vont économiser beaucoup d'argent en passant à Nutanix. Maintenant, il n'y a pas que VMware et Nutanix, il y a tout un tas d'autres hyperviseurs qui sont open source ou gratuits. Il y a Hyper-V, sous Windows on a VirtualBox, on a Xen, on a QEMU, et il y a également d'autres choses que les hyperviseurs, ce qu'on appelle des containers qui permettent de faire fonctionner des applications dans un environnement virtualisé, mais sans être le même type de virtualisation. J'ai vu une moue réprobatrice de la part de Sébastien, une fraction de seconde. Parce que un des trucs vraiment chouettes avec la virtualisation, c'est qu'il y a une utilisation quasiment totale entre les machines virtuelles sur la même machine physique. C'est-à-dire, il n'est pas possible pour un process dans une machine virtuelle de parler à un process, sauf à passer par le réseau, dans une autre machine ou d'aller pomper sa mémoire. Tandis que dans un container, c'est le même OS pour tout le monde, c'est le même noyau de l'OS, et on a juste construit des petites parois relativement fines entre tous les process pour leur faire croire qu'ils sont dans une petite machine à eux tout seuls, mais au fait non, ils tournent sur le même, et donc il suffit d'un bug dans le système de container pour créer de la porosité entre les containers, et donc le niveau d'isolation n'est pas du tout le même. Alors si c'est toutes des applications à moi qui tournent dans tous les containers à moi, sur ma machine à moi, c'est pas grave, mais on parlait des cloud providers avant, et là on peut évidemment pas faire tourner un container d'un client sur la même machine que les containers d'un autre client, parce qu'il y a un risque de porosité entre des containers. C'est pour ça que je faisais la moue. Container, c'est la virtualisation light, c'est pas vraiment, voilà, et avec moins d'isolation entre les process. Là, juste une question, parce que je sais que certains de nos auditeurs vont se la poser, et à juste titre. On parle de virtualisation, on a une machine qui fonctionne sous un OS, admettons Linux, j'ai mon hyperviseur installé, etc. L'OS que je vais faire tourner dans cette machine virtuelle, j'ai besoin d'une clé de licence pour le faire tourner. Bien sûr. Donc j'ai un coût d'achat de la licence si je veux faire tourner par exemple Windows 11 sur une machine Linux ou un serveur Linux, je vais payer la licence Windows, on est bien d'accord. Ouais. Il faut un Windows pour la même architecture matérielle que le reste. C'est pas offert, quoi. C'est pas, et la licence n'est pas offerte, loin de là. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais c'est important de le dire, parce que certains pourraient se dire, oh, bah, c'est super, je vais pouvoir faire tourner tout ce que je veux sur ma petite machine à la maison. Techniquement, c'est pas techniquement oui, mais économiquement, si vous n'en avez pas l'usage. C'est peut-être pas utile, quoi. Donc, c'est ça. Ce qui nous amène tout naturellement, Sébastien, à parler de virtualisation sur Mac, parce que
un peu particulier peut-être ce qui se passe sur Mac, non? Il y a eu beaucoup de virtualisation à travers les années sur Mac parce que il y a beaucoup d'applications qui sont que Windows et donc il y a beaucoup de développeurs, d'utilisateurs Mac qui avaient besoin de temps en temps d'accéder à Windows, et il y a eu VMware, tu l'as mentionné David, il y a eu Parallel aussi qui existe toujours sur Mac, qui sont des excellents outils de virtualisation, Parallel Desktop, mais depuis quelques années, depuis les ARM et depuis la version précédente, alors je sais plus les noms de code, là on est sur Sonoma, celle d'avant c'était quoi? C'était Big Sur ou Catalina? Non, Big Sur. Catalina c'était bien plus ancien. C'était encore plus vieux que ça. Je crois que c'était peut-être Big Sur avant, ou une montagne quelconque en Californie, depuis Sonoma et avant. Apple a inclus une couche de virtualisation, c'est-à-dire un hyperviseur type 1, c'est ça David, dans l'OS gratuitement. Quand vous avez un Mac, chez vous, vous avez tout ce qu'il faut techniquement, logiciellement, pour pouvoir faire de la virtualisation. Tout ce qu'ils ne fournissent pas à Apple, c'est une belle interface graphique pour dire je démarre ma virtual machine. Type 2, merci. Tu vois, je me mélange tout le temps entre type 1 et type 2. Donc, tout ce qu'ils ne font pas, c'est d'avoir une belle interface graphique qui permet de démarrer une machine, de l'éteindre, d'amener une image disque, de gérer ses périphériques, etc. Mais le framework est là et ça s'appelle Virtualization Kit, donc n'importe quel développeur peut créer cette interface graphique. Et il y en a deux qui l'ont fait, qui sont gratuits pour le moment, un qui s'appelle UTM et un qui s'appelle Virtual Buddy, qui ont créé des interfaces graphiques qui sont plutôt réussies d'ailleurs et qui permettent qui sont des applications super légères, pas trop compliquées à faire, je mets des guillemets, c'est toujours difficile de faire une belle application qui fonctionne bien, etc. Mais toute la complexité de virtualisation des device drivers, etc., ils doivent pas le faire puisque c'est fourni, c'est dans l'OS, il n'y a que l'interface graphique. Et alors ça permet de faire quoi? Ça permet d'installer une autre version de macOS si on veut. Si on veut tester une version bêta, si on veut, cliquer sur un lien suspect qu'on a reçu dans un mail. Ça a du sens pour tester la rétrocompatibilité d'une application qu'on a créée, par exemple Aussi, ouais. Tester, avoir une autre version de macOS, une version, en général, on met des versions plus nouvelles, les versions bêta, etc. Qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, ou installer Windows ou Linux aussi, puisque pour autant qu'on mette en Windows ARM, je rappelle, c'est la virtualisation, pas de l'émulation. Windows 11 peut tourner sur cette couche-là, ou des Linux pour ARM peuvent circuler là aussi, et donc on peut avoir une machine Windows. En entreprise, moi je vois ça dans des clients qui ont des builds, des fermes de build. Vous savez, si on développe une application iOS ou même Android, il faut des machines pour compiler. À chaque fois qu'un développeur fait un changement d'une ligne de code, on recompile tout, on reteste tout, on recrée un binaire, etc. Et des grosses sociétés, imaginez des sociétés qui ont des milliards d'utilisateurs de leur application, ils ont des milliers de machines, littéralement. Si c'est pour faire de l'iOS ou de l'iPadOS, il faut que ça soit des Mac. Et donc, ils mettent des Mac physiques avec des Mac virtuels, parce que ça leur permet, les Mac virtuels, de démarrer beaucoup plus rapidement et surtout de faire un reset de l'état de la machine entre deux builds. On ne garde pas des traces de l'ancien et on recrée des machines comme ça à la volée tout au long de la journée. Par contre, et on va peut-être en finir avec cette question-là, puisqu'on est sur le chapitre Mac, je m'étais laissé dire que faire tourner macOS sur une machine virtuelle qui, elle, est sous Windows ou sous Linux, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de distribution de macOS. On ne peut pas acheter, on l'achète avec le hardware en général. Alors, c'était possible avec macOS, et ça l'est toujours avec macOS Intel, sur une machine Intel, puisqu'il n'y a pas d'émulation, pour autant que la machine virtuelle qui soit présentée à l'OS, donc macOS qu'on va installer, ressemble, en termes de spécification, le chipset du Wi-Fi, du son, de la carte graphique, soit proche de ce qu'il y a sur des Mac. Ce qui était possible quand c'était des Mac Intel. Maintenant que c'est des Mac ARM, ça reste possible, mais via de l'émulation. Il faudrait faire une machine virtuelle qui émule un Mac Apple Silicon M1, ce qui, à ma connaissance, n'existait pas. Il y a des gens qui font du reverse engineering d'Apple Silicon, mais c'est pas pour faire la même chose, c'est pour faire tourner Linux sur un Mac, un Mac Apple Silicon, un M1, M2, M3, pour faire démarrer Linux. Et que... c'est son allergie. C'est l'allergie on a trop parlé de Mac et on peut plus. Et que Linux détecte le chipset graphique, la carte Wi-Fi, et il n'y a aucune documentation pour ça. Je crois qu'on en a déjà parlé ensemble dans les technos, et ils arrivent à faire ça. Mais dans l'autre sens, donc arriver à faire tourner un macOS
ARM sur une machine virtuelle qui n'est pas un Mac. À ma connaissance, ça n'existe pas, mais dites-moi si je me trompe. Vous qui nous écoutez, laissez-moi un commentaire. David, dans le sens contraire, en tout cas, quand les premiers Mac M1, M2 sont sortis, c'est Parallels Desktop qui était le premier à avoir une émulation rudement efficace pour faire tourner du x86 sur une plateforme ARM. J'ai vu, pour compléter ton information, ceux qui ont l'habitude de nous entendre le savent, on utilise pour enregistrer nos épisodes une application qui s'appelle VMix et qui n'existe que sur PC. Il n'y a pas de version Mac et j'ai vu fonctionner VMix sur des Mac, justement via Parallels Desktop, dans la machine virtuelle et qui, bon an mal an, permettait quand même de fonctionner sans bug, mais avec des ressources limitées dues au hardware du Mac lui-même. Voilà, s'il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas ce qu'il faut. Mais... Ou à l'émulation. S'ils ont mis un VMX Call Intel sur une machine ARM, il faut émuler le processeur. Il faut tout émuler. Et ça coûte cher. Et ça commence à coûter cher, mais voilà, il y a le rendement de performance, comme l'expliquait David tout à l'heure, il n'est peut-être pas tout à fait idéal non plus, il vaut peut-être mieux s'acheter un PC à ce moment-là. Mais voilà, c'est petit truc. Pour la démonstration, quoi. Voilà. Oui, encore un petit truc. Un dernier truc que je voulais mentionner, donc pour la virtualisation et une utilisation bien pratique, on appelle ça des notebooks et il y a plusieurs sociétés qui fournissent ça, Google entre autres. Ça permet dans l'intelligence artificielle aujourd'hui d'avoir accès à une machine virtuelle qui a du temps GPU sur des GPU professionnels et qui permet de faire de l'entraînement de LLM ou pour un rechercheur de pouvoir apprendre des choses sans avoir à mettre des centaines de milliers de dollars dans une machine qui permet de le faire. Là, on est déjà dans un autre aspect, mais qui va de pair avec ce dont on vient de parler, qui est le cloud computing, et qui permet aussi de partager des ressources et d'avoir accès à des ressources à un moment donné, sans devoir les acheter pour toujours. On ne les achète que pour le temps qu'on les utilise, et c'est un mode d'économie aussi qui est plus à la seconde. Ouais. Donc voilà, on a bien fait le tour de... Oui, à la seconde, c'est un petit peu vicieux, parce que moi j'ai utilisé une solution comme ça de cloud computing avec des ressources garanties où c'était payable à la seconde, et en fait c'était payable à la seconde même quand la VM était éteinte. Donc ça veut dire... Ça c'est moche. Ouais. Ah oui, non. Et ça je m'étais bien fait l'avoir, parce que je me suis dit, ça coûte pas cher, je vais la faire tourner 1 heure, et puis une semaine après, il m'a compté 1 semaine de temps alors qu'elle était éteinte. Donc ça, il faut faire attention dans les offres, il faut bien lire les détails, parce que le diable est dans les détails. Ouais, tout à fait. Et donc il y a des ressources garanties ou des ressources partagées, ce qui est différent également. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Si vous avez des questions justement complémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur notre blog lestechno.be, sur YouTube en regard de la vidéo. C'est en général là que vous postez, même quand vous nous écoutez via une application de podcast. Vous venez sur YouTube pour nous laisser un petit message. C'est qu'on n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent. Voilà. Mais en attendant, on vous lit, et quand c'est via certains réseaux sociaux aussi, on détecte vos messages de temps en temps, et ça nous fait bien plaisir d'ailleurs. Merci à tous les deux, merci David, merci Sébastien, c'était épique cette semaine, on a pris un peu de retard à l'enregistrement parce que voilà, tout le monde a des problèmes techniques, et on a beau avoir des champions de l'informatique dans ce podcast, voilà, c'est peut-être les cordonniers les plus mal chaussés, j'en sais rien, quand ça veut pas, tape au cul et puis on verra. Je pense qu'on est arrivé au bout. Il y a un petit écho au bout. Quand je parle, je me réentends. Je ne sais pas si ça s'entend fort dans le podcast lui-même. J'espère que non, et que c'est pas trop dérangeant. Quoi qu'il, n'hésitez pas à nous suivre encore, de vous abonner. N'hésitez pas aussi, des pouces, les étoiles, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 450 déjà des Technos. Pas rien quand même. À très bientôt. Salut.